Un exercice qu'on tient un peu chaque année pour faire un point sur la situation générale de l'éducation nationale au moment de la rentrée scolaire. Donc c'est une rentrée qui va être un peu particulière puisqu'il y a eu les élections présidentielles au printemps dernier qui font qu'on a un nouveau gouvernement et un nouveau ministre et une éducation nationale qui est encore présentée comme étant une priorité. Alors ça c'est un mot un peu facile pour un gouvernement, enfin, on entend mal un gouvernement dire l'inverse de toute manière. Puisque ça touche les enfants, ça touche les familles et que ça touche tout le monde. En revanche, ce qu'on sait déjà, c'est que le ministre qui a été choisi pour l'éducation nationale, en réalité on le connaît bien, même si son nom peut être un peu méconnu, puisqu'il était numéro 2 de l'éducation nationale à l'époque où Sarkozy était président de la République. C'est-à-dire que toutes les réformes qu'on a combattues entre 2007 et 2012, on est en train de les voir réapparaître, en fait, petit à petit, et il n'y a pas de grande nouveauté là-dessus. Nous, on a tendance à le résumer sous une formule qui est de dire que le projet éducatif du gouvernement Macron, pour les 5 ans à venir, si on n'arrive pas à l'arrêter, c'est un projet qui sera à la fois libéral et réactionnaire. Donc on voulait un peu développer là-dessus en faisant le distinguo entre les différents niveaux d'enseignement, en commençant par le premier degré. L'aspect réactionnaire qu'on peut voir dans le premier degré, donc qui concerne les écoles maternelles et les écoles élémentaires, donc de la toute petite section de maternelle jusqu'au CM2, c'est de définir l'école comme étant en fait, comme ayant comme première mission d'apprendre juste à lire, écrire, compter, comme si on en était encore un siècle en arrière où il fallait alphabétiser les provinces, alors que l'école a beaucoup plus d'enjeux, notamment en termes de sociabilisation, d'intégration des enfants, et qu'on sait que le quotidien des classes, de nos classes, le quotidien des collègues, évidemment c'est d'apprendre aux enfants à lire, écrire et compter, de faire de la grammaire, de l'orthographe, du calcul, mais il y a quand même des enjeux qui vont bien au-delà, et que ce qui le montre le plus, c'est le débat qui a encore été une énième fois relancé sur les méthodes de lecture, où on nous revend le débat sur la méthode globale, versus la méthode syllabique, en laissant entendre qu'il n'y a qu'une manière d'apprendre à lire, alors même que tous les chercheurs en pédagogie, en didactique, montrent bien que ce débat a déjà été dépassé, et en plus qu'il est beaucoup plus complexe. Donc voilà, commencer l'année avec ce genre de polémique stérile, c'est pas quelque chose qui va donner confiance dans les politiques à venir. Ni pour la rentrée, parce que c'est aussi une manière de dire que le ministère va vouloir un peu s'occuper de la manière dont on fait classe, et on sait que faire classe, ce ne sera pas de la même manière en fonction du public qu'on peut avoir. Sur l'aspect libéral après, et toujours dans le premier degré, on pourrait parler de la réforme des rythmes scolaires, où on ne sait plus maintenant s'il faut parler des nouveaux rythmes scolaires ou des anciens rythmes scolaires. La réalité, c'est que la réforme, en fait, n'a pas été abolie. Nous, on reste pour dire que la réforme des rythmes scolaires qu'on a connue sous Hollande doit être abrogée et doit ensuite permettre d'avoir une vraie réflexion sur les rythmes de l'enfant et pas juste faire une réforme de l'emploi du temps de la semaine, puisqu'on a vu que ce n'était pas quelque chose qui fonctionnait. Aujourd'hui, on se retrouve avec une énième possibilité de rythme scolaire, ce qui fait que dans l'Allier, il y a environ 35% des communes qui ont choisi de revenir à 4 jours, d'autres communes qui vont continuer à travailler les mercredis matins, ce qui va poser énormément de soucis en plus en termes de gestion des personnels, en termes de remplacement dans les classes, et ce qui en plus crée des inégalités de territoire, ce qu'on avait déjà avec la réforme puisque les temps d'activité périscolaire n'étaient pas les mêmes pour tous. Là on aura des endroits où les enfants auront 5 matinées pour apprendre, d'autres que 4, des propositions d'activités périscolaires qui pourront être bonnes, moins bonnes. Enfin, on est vraiment dans une éducation nationale qui est de moins en moins nationale, justement. Il y aurait en plus à revoir sur les annonces en fait, qui ont pu être faites et qui pourraient paraître bonnes, comme le 12 élèves par classe dans les réseaux d'éducation prioritaire, comme on peut avoir sur Montluçon, où au final on a complètement sabré un dispositif qui commençait à marcher, qui s'appelait le plus de maîtres que de classe, où des enseignants étaient en poste surnuméraire sur une école et pouvaient travailler dans les classes en fonction des difficultés rencontrées par les élèves et donc en fonction des besoins. Et donc là, on va juste cibler les CP, ce qui veut dire des problèmes dans les répartitions, ce qui peut poser aussi des questions très pratiques de si un groupe d'élèves est en difficulté en C1, alors est-ce que ça veut dire qu'on ne les aide plus et que tout est mis sur le CP ?
Et on voit que tout ça a été fait en 2 mois de temps, avec des postes nécessaires qui ont été promis, en fait, qu'on ne voit pas arriver pour de multiples raisons, et notamment des raisons budgétaires, alors que le plus de mètres que de classe fonctionnait jusqu'alors. Et les promesses d'étendre ce dispositif du 12 élèves maximum au CE1 l'année prochaine et aux autres catégories de réseaux d'éducation prioritaires, parce qu'à Montluçon, on a des réseaux d'éducation prioritaire dits plus, et par exemple sur Vichy ou sur Lurcy-Lévis, on a juste des réseaux d'éducation prioritaire. Eux n'ont pas encore les 12 élèves maximum par classe, devraient les avoir normalement l'année prochaine, mais on va être coincé par le nombre de postes qu'il faudrait créer. Donc je disais à 2 niveaux, dans le sens où il n'y a pas l'argent pour recruter ces personnels-là, et on a toujours dans l'éducation nationale des problèmes de recrutement de collègues, puisque pas assez de personnes qui se présentent au concours par rapport au poste à pourvoir. Voilà un petit peu ce que je pourrais dire sur le premier degré en termes de logique libérale réactionnaire. Puis je vais laisser la parole pour l'aspect second degré. Le second degré n'est pas épargné aussi par cette logique libérale et réactionnaire. Le pire des réformes est conservé pour le second degré. Et on parle même de renforcer l'autonomie des chefs d'établissement. Donc c'est pas l'autonomie des enseignants, c'est l'autonomie du chef d'établissement. Donc ça nous inquiète beaucoup. Le ministre commence à parler de vouloir que les chefs d'établissement puissent recruter les enseignants, donc recrutement local. Il y a une remise en cause du bac, donc on ne sait pas ce qui va se passer pour le futur bac. Les études supérieures aussi, l'entrée à l'université, c'est un gros sujet d'inquiétude. Donc le second degré n'est pas épargné. On peut aussi parler notamment du tri social qui est fait dans le second degré, notamment au lycée, avec c'est à peine schématisé, mais le lycée professionnel pour les élèves les moins brillants, le lycée technique pour les élèves qui s'en sortent à peu près, et puis pour les bons élèves, le lycée général avec la filière S, qui est ultra majoritaire dans la filière générale. Donc on peut citer, je crois que c'est arrivé hier, le PDG de Veolia qui défendait l'apprentissage en disant que c'était quelque chose de magnifique, qu'il fallait le revaloriser. Quand on lui a posé la question s'il avait demandé à ses enfants proposer l'apprentissage, il a répondu, c'est sorti, il n'a pas fait exprès, ah non, non, moi ils étaient bons à l'école, donc la question ne s'est pas posée. Donc on voit bien que c'est de l'enfumage. Donc le second degré n'est pas épargné par cette logique non plus. Donc voilà pour tous les... Ce qu'il y a à dire aussi dans le second degré, ce qui va être un gros travail syndical pour nous, c'est tout ce qui va toucher les lycées professionnels et la régionalisation qui risque d'y avoir avec. C'est-à-dire que nous, ce qu'on craint essentiellement là-dedans, c'est ensuite d'avoir des formations professionnelles qui seront proposées en fonction des bassins d'emploi, avec des diplômes du coup qui seront des diplômes, on va dire, de territoire ou de secteur, et qui ne seront pas vraiment des diplômes nationaux. Et on se rend compte, enfin, pour insister sur ce que disait mon collègue, qu'en fait c'est les catégories les plus pauvres qui sont visées en fait dans ce genre de réforme, puisque les élèves enfants de familles favorisées ou qui connaissent bien le système scolaire arriveront toujours à s'en sortir ou à comprendre comment fonctionne ce système pour ne pas se laisser enfermer justement dans l'apprentissage ou autre. Et c'est pour ça que le syndicalisme enseignant a toujours défendu, et qu'on le défend encore activement à Sud Éducation, l'idée qu'il faudrait avoir un lycée qui puisse être un lycée plus général et un lycée polytechnique. C'est-à-dire considérer que les enfants en formation, enfin les élèves en formation, peuvent continuer à apprendre et qu'on n'est pas obligé d'essayer de les évacuer de l'école le plus rapidement possible juste parce qu'ils ne s'y adaptent pas. Qu'on aurait plutôt à chercher, voir comment l'école pourrait s'y adapter pour réussir au maximum et les pousser le plus loin. Après, il y avait un autre point aussi qui va toucher profondément l'éducation nationale, même si on en parle essentiellement dans les associations pour l'instant, ou dans les collectivités territoriales, c'est la fin le plan de licenciement dans les contrats aidés. Parce que dans l'éducation nationale, on a énormément de contrats aidés, que ce soit dans le contrat aidé, c'est tout ce qui est contrat unique d'insertion, dans les établissements pour l'aide à la direction, donc dans l'aide à la direction d'école, ou dans les tâches administratives dans les collèges et lycées, pour la maintenance informatique par exemple. Et ça touche aussi tous ceux qui accompagnent les élèves en situation de handicap, qui ont soit un contrat de droit public, donc eux, ce sera bon, soit ils ont un contrat aidé. Donc là, on nous dit que la priorité va être mise sur les personnes accompagnant des élèves en situation de handicap, ce qui veut donc dire que toutes les tâches administratives ne vont plus avoir les personnes
pour pouvoir les accomplir. Et ça veut surtout dire qu'on va mettre, alors à l'échelle nationale, c'est 140 000 contrats aidés qui pourraient disparaître, mettre des personnes dans une situation de précarité, parce qu'on ne va pas défendre les contrats aidés en tant que tels, on se bagarrait plutôt pour leur titularisation, mais face à la précarité qu'ils connaissaient tout de suite, on va juste leur proposer de ne plus rien avoir du tout. Alors qu'on pourrait envisager dans l'éducation nationale des formes de formation, de titularisation, enfin de pérenniser ces emplois-là. Vous pensez que c'est combien d'effectifs dans l'Allier qui sont concernés? On n'a pas encore les nombres et on les a demandé en fait à l'inspection d'académie. Le souci c'est qu'il y a des contrats qui courent encore et qui vont s'arrêter ou pouvoir être signés ou pouvoir basculer sur de l'accompagnement d'enfants handicapés. Donc on ne peut pas vous donner de chiffres là tout de suite sur notre département. Après, voilà, là on a fait un peu un tour sur l'éducation nationale. On avait après l'idée de parler plus de la fonction publique. Je ne sais pas s'il y a des questions sur l'école ou si... Ouais, juste un éclaircissement sur ce que vous disiez, que M. Blanquer remettait sur les rails les mêmes réformes qu'entre 2007 et 2012. Vous pensiez à quoi comme réforme? Eh ben, on voit surtout une logique dans les réformes. Alors dans les réformes qu'il peut y avoir, il y a tout ce qui est individualisation au maximum. Ouais. Le renforcement de la hiérarchie, on en a parlé. Donc l'individualisation, c'est l'idée que, et on le retrouve en fait dans les 12 élèves par classe, les enfants en fait, on ne va plus les considérer comme un groupe classe auquel on enseigne et une différenciation qu'on apporte en fonction des besoins, mais des individus à qui on donne des chances, et s'ils ne réussissent pas, c'est de leur faute. Ce n'est pas de la faute de l'école ou des carences qu'il pourrait y avoir dans le système éducatif. Ensuite, ce qu'on peut retrouver aussi, c'est toute l'histoire du lire, écrire, compter, ou du recours aux neurosciences, comme s'il y avait voilà, une seule manière de pouvoir enseigner. Et après, du côté personnel, c'est le recours aux heures supplémentaires. On parlera tout à l'heure du salaire qu'en fait, que vont perdre les fonctionnaires. Une des réponses du ministre, c'est de dire qu'il pourra y avoir des heures supplémentaires avec l'opération devoir fait à l'école, par exemple. Voilà, c'est toute cette logique-là qu'il peut y avoir. Je ne sais pas si ça répond. Ouais. Par rapport juste aux 12 élèves par classe, moi j'avais eu la Dazen au téléphone qui m'avait évoqué pour l'allier jusqu'à 14 élèves par classe. C'est possible ça? Alors normalement non. Il me semble qu'elle l'avait dit plusieurs fois. Alors après, Normalement ça ne devrait pas être possible. Après la réalité de l'organisation d'une école peut le rendre possible. Bon après qu'il y ait 12 ou 13 élèves dans la classe, ce ne sera pas le gros truc. Mais là où ça va poser souci, le vrai souci qu'il peut y avoir là-dedans, c'est que si on imagine une école qui va du CP au CM2, on peut se retrouver avec des effectifs qui vont nécessiter de mettre des enseignants supplémentaires pour les CP, pour avoir les 12 élèves par classe. Et du coup, on va prendre sur les moyens pour les autres niveaux. Et donc une école où il y aurait 12 élèves en CP et 25 dans chaque autre classe, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt pédagogique à une telle réforme? Alors qu'il pourrait être intéressant de se dire que, effectivement, on dédouble les CP à des moments de la semaine, mais qu'on permet des dédoublements dans les autres niveaux, parce que les difficultés, elles ne vont pas disparaître juste en CP. Quand le ministre dit que le but de l'année prochaine, c'est 100% de réussite en CP, il faudrait arriver à définir ce que c'est que 100% de réussite en CP. Et pour un élève, qu'est-ce que c'est d'arriver réellement à réussir à l'école? Est-ce que c'est qu'ils sachent tous lire à Noël? Est-ce que c'est que l'enfant très en difficulté arrive à venir à l'école sans pleurer et à apprécier ce qu'il fait? Enfin, c'est pour ça qu'il y a un vrai manque de définition, et quand il va se retrouver, quand ce manque de définition va se retrouver face au manque de moyens, alors que des choses étaient mises en place avant, on pense que ça va faire une rentrée assez tendue. Sachant qu'en plus, quand il y a 12 élèves dans une classe et comme je disais tout à l'heure 25 dans les autres, vous imaginez les discussions qu'il peut y avoir entre collègues pour prendre cette classe à 12. Ça facilite pas les choses. On va revenir aussi les évaluations en 6e et en CP. Et notamment on peut le lier avec la politique qu'on a connue avant. C'était dans les années 2007 à 2012, c'était un pilotage par les évaluations qui ont été supprimées. Et on les voit revenir dès la première année. Et apparemment, ceux qui ont vu les premières évaluations sont assez dubitatifs sur... C'est un bon exemple, je pense, des réformes qui reviennent. On avait à l'époque l'évaluation en CE1, en CM2, et là on les refait en CP et en 6e. Les évaluations nationales qui arrivent, et qui souvent en plus sont faites comme étant justement la seule manière de pouvoir évaluer les enfants. Alors qu'en plus tout ça se fait en totale contradiction, voire en déni avec ce qui se passe dans les classes. Enfin, la plupart des enseignants vont évaluer leurs élèves. De fait, on les évalue
dans les premières semaines, parce qu'on voit bien comment ils travaillent au quotidien, pour pouvoir ensuite voir comment les aider au maximum. Donc ce qui se cachait derrière les évaluations, enfin ce qu'on a connu en CE1 et en CM2, c'est ensuite une forme de recherche, de mise au pas des pratiques pédagogiques. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire dans tel quartier, dans telle école, il y a tant de pourcents de réussite, donc sur tel domaine, par exemple en résolution de problèmes, donc il faut absolument travailler là-dessus, sur des évaluations qui en plus étaient biaisées dès le départ, puisque la manière de les faire passer n'était pas respectée de la même manière dans toutes les écoles. Donc ça pose la question aussi ensuite de la concurrence qu'on peut faire. Est-ce qu'il est intéressant de mettre en concurrence le collège d'un quartier où on sait qu'il y a beaucoup de difficultés sociales avec un collège où on va avoir une mixité plus importante, voire l'inverse, un collège un peu plus bourgeois où on sait d'avance qu'il n'y aura pas de difficultés. Donc ça fait partie des exemples. Pilotage par l'évaluation. Sur ce qui revient. On peut causer fonction publique. Enfin, on cause fonction publique dans le sens où la plupart des salariés de l'éducation nationale sont aussi des fonctionnaires. Et je disais tout à l'heure qu'ils allaient perdre des sous, et ça je te laisse nous expliquer. Mais déjà, tous les fonctionnaires, donc ça a été confirmé, le point d'indice est toujours gelé. Donc ça va être un pouvoir d'achat qui va diminuer. Il avait été prévu pour les spécifiques dans l'enseignement le PPCR, enfin non, pour la fonction publique le PPCR, qui était un petit plan de rattrapage du gel du point d'indice depuis des années. Et il y a quelques jours, on a appris que ce plan allait être modifié, supprimé, enfin il était remis en cause. Donc le point d'indice est gelé, le petit rattrapage qui était prévu va certainement être supprimé aussi. Donc ça fait des attaques envers les fonctionnaires. Il y a le jour de carence qui est remis d'office, donc la double peine, les gens qui seront comme dans le privé. Maintenant si on est malade, on a la double peine, on est malade et en plus le premier jour on n'est pas payé. Et c'est la perte du pouvoir d'achat. Et il y a aussi donc le gel du point d'indice et ce qu'on voit arriver, c'est la hausse de la CSG. Donc c'est une attaque envers tous les fonctionnaires, avec la CSG qui va augmenter, le point d'indice qui est gelé, qui ne sera pas revalorisé, le jour de carence qui apparaît, donc le calcul est simple. Et tous ces signaux-là sont des mauvais signaux pour ceux qui travaillent dans le privé, dans le sens où au moment où un État employeur de fonctionnaires décide de remettre le jour de carence, on peut être sûr qu'il n'y aura pas d'amélioration de ce côté-là dans le privé. Il ne s'agit pas pour nous de dire que les fonctionnaires ne doivent pas avoir de jour de carence et que les autres doivent en garder 3. Il s'agit de dire que tout le monde devrait pouvoir garder son salaire dès le premier jour où il est malade. Une autre chose aussi sur les 120 000 suppressions de postes qui sont attendues, alors pas dans l'éducation nationale, dans la fonction publique en général, ça veut dire aussi moins de services publics pour les citoyens. Je crois qu'il faut vraiment arriver à articuler le fait que les fonctionnaires en tant que travailleurs vont y perdre, mais les citoyens en tant que bénéficiaires des services publics sont également touchés, puisque c'est la qualité des services publics ensuite qui est remis en cause. Donc là aussi, on a un peu l'impression de revenir en Sarkozy, c'est-à-dire qu'on va travailler plus et on va gagner moins. Travailler plus dans le sens où on aura moins de collègues, on pourra bien remplir ces missions-là, et gagner moins, puisque tout ce qui a été dit avant, je ne vais pas le répéter. Ce qui nous amène à l'idée que dès la rentrée, on va devoir combattre, on va devoir chercher à mobiliser l'ensemble des collègues contre le projet du président Macron. Donc ça rejoint en fait l'action qui a pu être menée hier avec les syndicats solidaires dont Sud Éducation fait partie, avec la CGT, la FSU et Force ouvrière, où on était rassemblés devant le MEDEF à Désertine. Ça rejoint surtout l'appel à la grève du 12 septembre, où Sud Éducation appelle clairement tous les personnels de l'éducation nationale à se mettre en grève et à se rassembler en assemblée générale pour discuter et de nos conditions de travail dans cette rentrée et des suites à donner à la mobilisation. Ça nous semble important de se mobiliser tout de suite dans une grève qui effectivement apparaît être plus une grève du privé, dans le sens où la fonction publique est attaquée aussi. Elle est attaquée aussi quand dans le projet de loi travail 2, on s'en prend au CHSCT.
Ça veut aussi dire que la fonction publique n'aura plus ces CHSCT non plus. C'était déjà très dur de les faire vivre dans l'éducation nationale, ces comités hygiène, sécurité et conditions de travail. On commence à arriver à le faire vivre, parce que c'est un des rares outils syndicaux où les représentants peuvent avoir un réel impact sur les décisions prises pour les conditions de travail. On se rend compte que on a en fait les mêmes intérêts que les salariés du privé à se bagarrer dès le 12 septembre. Le 12 septembre, ce sera contre les ordonnances et la loi Travail 2, mais ce sera aussi, c'est ce qu'on évoquait hier avec notamment un camarade de la CGT qui évoquait ça hier, tous ceux qui ont envie de se mobiliser, ou plutôt auront besoin de se mobiliser contre les conséquences des réformes à venir dans la fonction publique ou dans le milieu privé, ont intérêt à se mettre en grève le 12 septembre. On a d'autres perspectives. Alors là, les perspectives interprofessionnelles se font, nous, en Sud Éducation avec Solidaire, de manière conjointe. Des mobilisations qui seront à venir aussi le 20 septembre, quand les ordonnances arriveront vraiment, et le 28 septembre, où il y aura une mobilisation des retraités. Je pense qu'il faut... Tout ce travail-là, on le mènera dans l'unité la plus large possible. Enfin, le travail de Sud Éducation dans notre secteur et de Solidaire, c'est de créer les conditions d'unité avec les partenaires sociaux que sont la CGT, la FSU et Force ouvrière. On arrive à le faire dans l'Allier pour l'instant. Donc nous, on continue à garder cette unité-là parce qu'on considère que l'unité de nos organisations syndicales va permettre l'unité de nos collègues aussi. Il ne faut pas qu'on se divise en interne, il ne faut pas donner l'image d'une division si on veut arriver à se mobiliser. Et c'est une chose qui nous paraît importante aussi en tant que syndicaliste dans l'éducation nationale, contre la loi travail justement, c'est de se dire que nous, on ne veut pas former nos élèves pour qu'ils rentrent ensuite dans un monde du travail qui soit quelque chose de complètement détricoté. C'est pas l'avenir qu'on veut pour nos élèves. Un enseignant de lycée professionnel qui voit partir des stagiaires pour une formation dans le privé ne veut pas cet avenir-là. Et on le veut encore moins que ce sera l'avenir de nos élèves, mais en plus ce sera tout de suite le quotidien de leurs parents, et qu'on sait que des parents d'élèves, des familles qui sont dans une situation sociale défavorisée, font des élèves qui réussissent moins. Et que nous, on veut combattre ce système-là. D'où la grève du 12 septembre et ses suites. Après, on a d'autres actions qu'on compte mettre en œuvre cette année, on va dire, pour chercher à convaincre, à mobiliser les collègues, mais sur du plus long terme, où on continuera nos formations syndicales, c'est-à-dire des formations auxquelles tous les collègues ont le droit, qu'ils soient syndiqués ou pas, à Sud Éducation, ou pas syndiqués du tout, ils peuvent venir. Une série de formations à l'automne sur les droits qu'on a en tant qu'enseignant, en tant que fonctionnaire, et les outils qu'on peut avoir pour défendre nos conditions de travail. Un autre point aussi qui va nous sembler important, et une réflexion qu'on a au sein de Sud Éducation Alliée et qu'on va continuer à mener, certainement sous forme de formation, sur la question de la laïcité, qui est un principe qui est grandement galvaudé aujourd'hui, que ce soit à l'extrême droite et même des fois dans les partis de gauche. Donc on se dit qu'il y a là un thème qui est hyper important dans l'histoire du syndicalisme enseignant. Voilà, on avait édité cette brochure avec les camarades du Puy-de-Dôme l'année dernière pour défendre le principe de laïcité concrètement. Et on pense que la laïcité, c'est pas juste un débat sur le voile ou pas le voile, c'est pas juste savoir comment est-ce qu'on évince ou pas des personnes de l'école, et que la question va bien plus loin. On pourrait se poser la question d'ailleurs en laïcité, est-ce que le MEDEF a le droit de rentrer dans des écoles pour animer des formations? Parce que le privé comme ça peut rentrer. Et puis une dernière formation qu'on mettra en place, donc là qu'on essaiera de populariser au maximum, donc on vous réinvitera, mais ce sera qu'au printemps. On fera venir 2 intervenants sur la question des pédagogies émancipatrices. Donc je dis qu'elle ne sera pas plus importante, c'est pas que les autres ne seront pas bien, les autres c'est nous qui allons les animer. Là on va faire venir des personnes extérieures qui ont beaucoup travaillé et même écrit sur la question des alternatives pédagogiques qu'on peut mener justement au sein de l'école publique, puisque c'est celle qu'on représente et qu'on défend, pour permettre aux enfants de mieux réussir. Former sans déformer, par exemple. Voilà, sans déformer, Ça serait le sans 15 mars conformer. 2018. On vous retiendra au courant, on vous invitera de toute manière. Voilà, nous on a fini un peu ce qu'on avait prévu de dire, mais il y a peut-être des choses qu'on peut préciser. Non, c'est bon. Juste, on est d'accord, le 12 septembre, le 20 et le 28, vous manifestez contre la loi
qui change le code du travail, hein, pas pour l'éducation. On manifeste contre la loi qui change le travail, après, enfin qu'il faut changer le code du travail. Ensuite, si le 12 septembre, on a beaucoup d'enseignants qui viennent se mobiliser en assemblée générale pour dénoncer des problèmes dans leurs conditions de travail régulières, quotidiennes, il y aura forcément, je pense qu'il y aura forcément dans ceux qui vont se mobiliser plein de raisons. Alors le fond de l'appel, on est d'accord, c'est les ordonnances et la loi travail. Après, je crois qu'il y a un projet global qui va être combattu et il est possible que on a plein de collègues, nous qui vont, enfin j'en ai encore eu un au téléphone aujourd'hui, il sera en grève parce qu'il a été très agacé pendant l'été sur la baisse des APL et l'augmentation de la CSG. Je crois qu'il faut se dire que, pour nous, le 12 septembre, c'est la première grosse mobilisation contre le gouvernement Macron pour lui dire qu'on ne lui laissera pas les coups des franches pendant 5 ans. Ce qui n'empêche pas qu'on est pour l'abrogation de la loi travail 1 et qu'on va combattre le projet de la loi travail 2.